Au sommaire de cette édition, l'étau qui se resserre autour du président Jacob Zuma, la justice a autorisé un vote de défiance à bulletin secret à son encontre. L'enquête sur la cache d'armes de Bouaké avance en Côte d'Ivoire. Plusieurs officiers supérieurs de l'armée ont été entendus. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU a entamé ce jeudi une visite de 3 jours en Haïti. La Cour constitutionnelle sud-africaine a autorisé ce jeudi l'organisation au Parlement d'un vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma. Ceci en réponse à une requête de l'opposition qui a saisi la plus haute juridiction du pays pour statuer sur le sujet. Les détracteurs de Jacob Zuma espèrent ainsi rallier à leur cause des députés de la majorité et forcer le départ du président sud-africain par un vote à bulletin secret. Le quitus de la Cour constitutionnelle étant obtenu, la balle est désormais dans le camp de la présidente de l'Assemblée, à qui il revient de décider si oui ou non le vote de défiance à bulletin secret tant attendu par l'opposition va se tenir. Selon cette opposition, il en va du bon fonctionnement du Parlement et de la démocratie, certains députés de la majorité ayant été menacés après avoir exprimé leur désaccord avec le président Zuma. La République démocratique du Congo reste sous le coup du régime des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces sanctions, reconduites mercredi dans une résolution adoptée à l'unanimité, sont désormais valables jusqu'au 1er juillet 2018. Il en est de même pour le mandat du groupe d'experts chargé de surveiller l'application de ces sanctions qui a été prorogé jusqu'au 1er août 2018. Le Conseil de sécurité de l'ONU entend également réexaminer au plus tard le 31 octobre prochain les dispositions de la résolution adoptée mercredi, une fois que le rapport final du groupe d'experts aura été présenté. À cette occasion, le régime de sanctions et les éventuels ajustements à y apporter seront examinés. En Côte d'Ivoire, l'enquête sur la cache d'armes découverte à Bouaké progresse. Démarrée le 26 mai dernier, cette enquête a permis à la justice ivoirienne d'effectuer 15 auditions auprès de 7 personnes, dont des officiers supérieurs de l'armée. Monsieur Kamaraté a été entendu, diverses autres personnes l'ont été, également des officiers supérieurs de nos forces armées nationales ont également été entendus. Selon ce procureur, l'enquête se poursuit encore et d'autres auditions sont en cours de préparation sur toute l'étendue du territoire ivoirien avec l'appui d'une mission d'experts de l'ONU. Les résultats seront exploités par un juge d'instruction. Et par la suite, une fois que ce dernier aura terminé sa mission, les personnes qui seront indexées, évidemment, passeront devant les juridictions pour répondre de leurs actes. En Côte d'Ivoire, l'entreposage et la détention d'armes de guerre sont passibles de peines allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement. À défaut de pouvoir se rendre en personne à Djouba, le pape François apporte son soutien à une série de projets d'aide au Soudan du Sud. Il s'agit entre autres du versement de la somme de 500 000 € au profit de 2 hôpitaux tenus par des sœurs, d'un programme de formation d'instituteurs et d'un projet d'achat de semences et d'outils pour 2500 familles d'agriculteurs. Le souverain pontife entend ainsi envoyer un signe concret de sa proximité avec le Soudan du Sud, un pays plongé depuis fin 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. De quoi susciter la reconnaissance des bénéficiaires
qui cependant nourrissent toujours l'espoir de voir le pape François les visiter, malgré que le Vatican ait annoncé fin mai que les conditions n'étaient pas réunies pour un voyage cette année. En attendant, les fidèles du monde entier sont invités à joindre leurs dons à ceux du pape, mais aussi à partir comme bénévoles au Soudan du Sud pour montrer à tous qu'on peut vivre dans cette partie du monde désertée par les humanitaires et les diplomates à cause des violences. Sima, c'est le mot par lequel les habitants d'ethnie somalie de l'Éthiopie décrivent la sécheresse qui tue le bétail, assèche les puits et pousse des centaines de milliers de personnes dans des camps. Pour rester en vie, 7 800 000 de personnes dépendent de l'aide humanitaire à travers le pays. Cette aide aujourd'hui s'essouffle considérablement. D'après le directeur de la branche Éthiopie de l'ONG Save the Children, l'approvisionnement en nourriture est en train de s'effriter et la nourriture sera épuisée dans environ un mois. Et pourtant, l'Éthiopie, devenue symbole mondial de la faim et de la pauvreté après la famine de 1984 à 1985, avait appris, avec le soutien de la communauté internationale, à faire face aux crises humanitaires. Le gouvernement avait par exemple dépensé 683 millions d'euros pour lutter contre une des pires sécheresses de ces dernières années en 2015 et 2016. Mais cette année, la situation est bien plus sombre, la croissance éthiopienne ayant entre-temps ralenti. Une visite de 3 jours en Haïti du Conseil de sécurité de l'ONU. Présidents, parlementaires, magistrats, membres de la société civile et du secteur privé, à part de charge, ils vont enchaîner des rencontres. La venue de cette délégation intervient alors que la MINUSTAH va prendre fin en octobre après 13 ans d'existence. Depuis 2004, la mission a permis une large réduction de l'insécurité dans les quartiers populaires de la capitale. Il aura surtout aidé à la professionnalisation de la police haïtienne. Seulement, dans l'esprit de la majorité de la population, la MINUSTAH restera marquée par les crimes sexuels que certains membres ont commis sur des femmes et des enfants haïtiens. Elle est également indexée comme étant responsable de l'introduction du choléra dans le pays. En 7 ans, près de 10 000 morts. La levée de fonds pour financer le programme d'éradication de l'épidémie s'est révélée jusque-là un fiasco. Seuls 2,5 millions de dollars ont pu être collectés sur les 400 nécessaires. Aucun motif de fierté personnelle pour la délégation onusienne sur le terrain. Davantage préoccupée par la situation du pays de la Caraïbe, les Nations Unies entendent cependant déployer d'ici le mois d'octobre une nouvelle mission de maintien de la paix, la MINUJUST. Ils sont au total 97 organes de presse et 2 organisations des médias à se partager 100 millions de francs CFA comme l'aide de l'État togolais à la presse au titre de l'année 2015. La commission technique de gestion de cette assistance financière vient de rendre public son rapport. 43 stations de radiodiffusion sonore commerciale et communautaire, 5 stations de télévision commerciale et 49 journaux et magazines de presse écrite. L'activité telle que nous l'avons fait est une recommandation de décret qui crée la commission. Donc il s'agit de faire un rapport qui rappelle les modalités d'attribution, les montants des attributions par organe et puis les recommandations que nous souhaitons faire. Les organes bénéficiaires ont été sélectionnés sur des critères bien définis selon les membres de cette commission. Les montants attribués à chaque bénéficiaire ont été déterminés par typologie. En ce qui concerne les radios commerciales communautaires et par lieu d'implantation, Lomé et intérieur du pays. Alors pour les télévisions, le montant est unique. Pour la presse écrite, les montants sont affectés selon la périodicité et le pourcentage de parution. Une aide de l'État à la presse jugée insuffisante par les professionnels des médias togolais qui souhaitent
que le donateur revoit à la hausse cette enveloppe dans les années à venir, vu le rôle du quatrième pouvoir dans le développement de la nation. La France toujours exposée à la chaleur meurtrière. La canicule continuait mercredi de frapper le pays avec 66 départements en vigilance orange. Une situation qui a conduit certains parents d'élèves à retirer leurs enfants des écoles. Cette chaleur a persisté jusqu'à ce jeudi. Les températures maximales prévues mercredi étaient supérieures à 34 ou 35 degrés, 36 à Paris. C'est seulement entre vendredi et samedi que le rafraîchissement s'amorcera par l'ouest du pays et s'étendra progressivement. Il faut dire que cette chaleur fait souffrir les élèves dont les écoles ne sont pas équipées de climatisation. Même phénomène dans les départements voisins où les parents retireront leurs enfants à partir de jeudi de l'école. Des initiatives sont prises pour permettre à la population de trouver un peu de fraîcheur. Par exemple, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a décidé de laisser la quasi-totalité de ses parcs ouverts 24 heures sur 24. Ces fortes chaleurs ont également créé un épisode de pollution à l'ozone. Les véhicules les plus polluants sont interdits de circuler jeudi à Paris et en proche banlieue. Ce, dans le cadre de la mise en place de la circulation différenciée, à en croire la préfecture de police de Paris.